Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Women Care où l'on aborde plein de sujets différents dans le but de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Aujourd'hui, vous retrouvez Kevin Coucou. et Justine, moi-même, sur le thème de la santé mentale. Mhm. Et d'ailleurs, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Selon l'OMS, la santé est un état complet, bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et selon info.gouv, elle englobe le bien-être émotionnel, psychologique et social, et permet à chacune de faire face au stress de la vie, de réaliser son potentiel, d'apprendre, de travailler et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc pour commencer, on va parler de la santé mentale en fonction de différents genres. Donc on va voir surtout les hommes et les femmes et on va faire un point aussi sur les personnes transgenres juste après. Mhm. Donc chez les femmes, la santé mentale est bien moins linéaire et moins favorable que celle des hommes, étant donné les différences hormonales et sociétales auxquelles elles doivent faire face au cours de leur vie. Selon le site Psychom, les femmes connaissent plus souvent des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Donc il y a différents enjeux. Premièrement, un enjeu biologique. Donc là, ça concerne surtout les femmes cisgenres. Donc, plusieurs facteurs biologiques ont une influence sur la santé mentale des femmes. Ces facteurs impactent davantage, du coup, comme on a dit, les femmes cisgenres, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur les hommes transgenres et aussi certaines personnes non binaires. Pour commencer, il y a des changements hormonaux. Ces changements peuvent être causés par la puberté, la préménopause, la ménopause, une grossesse, un avortement, ou encore plus régulièrement par les périodes de règles. De plus, pendant et après la grossesse, ces changements hormonaux sont d'autant plus importants et peuvent par exemple engendrer des dépressions postpartum qui touchent une femme sur 5 et ça peut durer jusqu'à 1 an après l'accouchement. Elles peuvent aussi être atteintes d'anxiété pendant et après l'accouchement, de baby blues, donc c'est une déprime passagère qui dure quelques jours après l'accouchement, ou encore une psychose puerpérale pendant 1 mois et qui débute quelques jours après l'accouchement. Ensuite, il y a les troubles médicaux, notamment des maladies chroniques spécifiques aux femmes cisgenres ou aux hommes transgenres et personnes non binaires, qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Mhm. Enfin, les femmes cisgenres ou hommes transgenres sont davantage sujettes aux maladies psychiques telles que les troubles anxieux, dépressifs ou les troubles du comportement alimentaire. Et aussi, les normes de genre impactent beaucoup la santé mentale des femmes. Beaucoup de problématiques sociétales reposent sur les femmes, notamment sur l'apparence physique, la charge mentale liée à la maternité, la parentalité, être mère de famille en gros. Il y a des différences de traitement dans le monde du travail, sur le salaire, la grossesse, etc. Il y a des différences dans le traitement dans le milieu médical et selon l'âge aussi. D'ailleurs, la discrimination sur l'âge, elle s'appelle particulièrement l'agisme. Donc oui, on l'a vu, moi je l'ai vu en cours d'anglais. Et en gros, les femmes le vivent beaucoup plus et plus jeunes, car les valeurs en fait reliées à l'agisme sont souvent associées à la jeunesse et à l'apparence. Le vieillissement naturel, par exemple les rides, les cheveux blancs, c'est beaucoup moins toléré chez les femmes que chez les hommes. Dans le monde du travail, les femmes elles subissent une double discrimination. Cette double discrimination, c'est le sexisme et l'agisme, avec plus de difficultés à être recrutées ou à évoluer après 50 ans. Les femmes âgées, elles sont peu visibles dans les médias, dans la culture. Elles sont souvent cantonnées à des rôles secondaires ou stéréotypés. En matière de santé, le vieillissement féminin, il reste tabou et mal pris en charge, notamment autour de la ménopause et de douleurs chroniques. Et l'idée, en fait, c'est que la valeur sociale des femmes diminue avec l'âge, alors que celle des hommes, elle augmente. En gros, c'est un peu le sexisme qui s'amplifie avec le facteur âge. Exactement. Un dernier point qui impacte beaucoup la santé mentale des femmes, ce sont les violences sexuelles et sexistes, donc les VSS. Les femmes aussi sont souvent plus touchées par les VSS, ce qui impacte leur santé mentale. Selon le SSMSI, site du gouvernement, en 2024, il y a eu 107 victimes de féminicide, 270 victimes de tentatives de féminicide, 906 femmes victimes de tentatives de suicide suite au harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc ça fait en tout 1283 femmes qui ont été victimes directes ou indirectes de tout ce qui est violence et féminicide en 2024. Ok. En 2023, parmi les femmes de plus de 18 ans, il y a eu 277 000 qui ont été victimes de viols, de tentatives de viol et ou d'agressions sexuelles. 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. 85% des victimes de violences sexuelles étaient des femmes et des filles. En 2010, il y a eu 125 000 victimes de mutilations sexuelles. Au quotidien, les femmes subissent également du harcèlement de rue, au sein du couple,
au travail ou en environnement scolaire. Et pour continuer, on a quelques chiffres sur la santé mentale des femmes. Les femmes exposées à des discriminations sexistes ont jusqu'à 3 fois plus de risques de développer une dépression que celles qui n'en subissent pas. 21% des femmes en France sont dans un état critique ou à risque de dépression et 59% déclarent sentir du stress au quotidien. Et 51% des femmes disent que leurs symptômes ont été minimisés par un ou une professionnelle de santé et 34% ont reçu des remarques inappropriées, ce qui renforce la détresse psychologique. Et pour les hommes, du coup, la santé mentale des hommes représente des différences avec celle des femmes. En effet, ils font davantage face à des pressions sociétales plutôt qu'à des changements biologiques. Il existe également des différences concernant la reconnaissance et la communication des émotions. Les hommes ont plus tendance à avoir des difficultés dans ce domaine, ce que l'on appelle l'alexithymie. Mhm. Et du coup, on en revient du coup sur ces normes de genre qui pèsent sur la santé mentale des hommes. Les normes sociales et les stéréotypes sur la masculinité, et notamment sur la virilité, souvent liés au rejet des émotions, à une forme de domination masculine, ont un impact sur la santé mentale. Les hommes ont moins tendance à chercher de l'aide. En 2022, d'après la Grande Conversation, 75% des suicides en France sont commis par des hommes, tandis que les femmes représentent 78% des consultations psychologiques. Ils ont également tendance à traduire leurs émotions autrement, notamment par l'impulsivité, souvent accompagnée de comportements agressifs ou colériques. Ces comportements sont généralement signes de dépression chez les hommes et peuvent avoir de graves conséquences autant sur les autres que sur la personne en elle-même. Les hommes subissent également une pression centrée sur leur sexualité, c'est-à-dire leur performance sexuelle, leur virginité, etc. Et moi, j'aimerais dire que ça s'arrange pas avec du coup, la montée des masculinistes sur Internet qui prônent justement des valeurs qui font en Mhm. sorte que les hommes doivent cacher leurs émotions, ils doivent être forts et tout. Et ça aggrave en fait la lexithymie, tout simplement. C'est clair. Et ensuite, on va attaquer le deuxième point, les addictions et les suicides. En évitant de chercher de l'aide, les hommes ont tendance à réagir autrement. C'est ce qui explique que premièrement, le taux de suicide des hommes est plus élevé que celui des femmes. Et deuxièmement, les hommes sont plus sujets aux addictions, notamment aux drogues, à l'alcool, aux jeux d'argent, au sport, au sexe, à la pornographie. Aussi, les hommes subissent des violences, même si cela est souvent passé sous silence. C'est clair. Ils sont aussi victimes de violences sexuelles. Et selon SOS Hommes Battus, donc ça prend des données sur plusieurs années, donc c'est pas à titre de comparaison avec les chiffres qu'on a donnés pour les femmes. Mhm. Donc un homme sur trois déclare être victime de harcèlement sexuel au travail. C'est beaucoup. 500 000 hommes déclarent avoir été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle. 100 000 hommes déclarent avoir été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle au sein du couple. 3% des hommes victimes déposent plainte en moyenne. Donc c'est très très peu comparé du coup à la quantité d'hommes qui Ouais. subissent des violences en réalité. Mhm. Et 27 hommes sont morts par an sous les coups de leur partenaire en moyenne. Mhm. Un homme meurt tous les 13 jours sous les coups de leur femme aussi en moyenne. Eh ben. 600 à 800 hommes commettraient des suicides pour des raisons de violence conjugale. Ok, donc ça du coup ce sera en France. Oui, Ok. Et en fait, le fait que peu d'hommes portent plainte montre que le patriarcat, il nuit pas seulement aux femmes. Il impose aussi aux hommes l'idée qu'ils doivent être forts, ne pas se plaindre et ne jamais se présenter comme victimes, notamment. D'un point de vue féminisme, en fait, féministe, pardon, ça rappelle que lutter contre les violences sexistes, c'est aussi remettre en cause ces normes de virilité qui empêchent toute parole, chez les femmes comme chez les hommes. en effet. Et chez les personnes transgenres, donc on a décidé de parler aussi des personnes transgenres puisqu'on a cité les deux genres précis. Il va également avoir une question de santé mentale qui va soulever d'autant plus de difficultés pour les personnes transgenres. Mhm. Premièrement, à cause des violences subies au quotidien, donc la discrimination transphobe. Deuxièmement, lorsque les personnes transgenres parlent, dénoncent, portent plainte, elles sont souvent moins bien prises au sérieux et discriminées. Elles consultent moins aussi parce qu'elles ont peur d'être jugées ou mal comprises. Il y a aussi un non-respect de leur identité de genre parfois dans le milieu médical. Et la transition peut être traitée avec certains psychologues comme un trouble psychologique. Il va y avoir aussi un manque de personnes transgenres dans le milieu médical. Donc les personnes transgenres préfèrent avoir d'autres personnes transgenres dans le milieu médical pour se sentir du coup plus à l'aise et plus respectées.
Ensuite, un point sur la discrimination, un point aussi prévention pour les auditeurs et auditrices. Donc être discriminé, c'est pas seulement vivre une injustice ponctuelle, c'est aussi quelque chose qui s'accumule avec le temps. La discrimination, ça donne aussi le sentiment de ne jamais être en sécurité, de ne pas être légitime, ce qui fatigue mentalement en permanence. Donc peut avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'en ai entendu parler, mais tu peux me rappeler ce que c'est? Donc le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se sentir du coup pas à sa place, en fait, d'avoir l'impression que on est un imposteur tout Ouais. simplement dans un milieu social. Donc ça peut aussi beaucoup jouer sur la santé mentale, amener des dépressions, ce genre de choses. Ça peut être lié du coup à une forme de discrimination. En clair, quand la société te renvoie sans cesse que tu vaux moins que les autres, ça finit forcément par abîmer ta santé mentale. Mhm. À force d'être abaissé, invisibilisé ou mis à l'écart, on peut développer du stress chronique, de l'anxiété, une perte d'estime de soi, voire de la dépression, comme on l'a dit. Donc ensuite, on va vous mettre en description du coup des liens qui pourront vous aider, des liens de sites qui montrent les différentes cellules d'écoute, des associations à qui vous pourrez parler si vous allez mal, notamment des relais de l'université. Mhm. Donc là, on veut s'adresser surtout aux étudiants et les étudiantes. Notamment, il peut y avoir aussi d'autres problèmes de santé mentale qui peuvent vous arriver, donc tels que des changements de vie, un isolement social, tout ce qui est problèmes financiers. On sait qu'il y a beaucoup de précarité en ce moment chez les étudiants. Ouais. Même si c'est pas notre sujet principal, voilà, on voulait faire un point dessus. Ouais, c'est important. Donc ensuite, on va vous parler des effets des violences sexuelles sur la santé mentale. Donc on trouve des conséquences directes sur la santé mentale et le comportement, comme le stress post-traumatique, les troubles comme la dépression, l'anxiété, le trouble psychotique, le trouble de la personnalité, etc. Les attitudes suicidaires, des dissociations, une augmentation du risque de dépression postpartum, des comportements agressifs, comportements sexuels à risque, comme l'addiction au sexe, les abus de substances, drogue et alcool notamment, l'automédication, le dérèglement émotionnel, les TCA et l'isolement. Donc les TCA, on veut rappeler du coup que ce sont les troubles du comportement alimentaire. Mhm. Il va y avoir aussi des conséquences sur la santé physique qui renforcent du coup la détresse psychologique. Donc il peut y avoir des troubles digestifs, des maladies chroniques, des douleurs chroniques, des troubles gynécologiques et périnatales, des risques de VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles et des accouchements précoces. Donc ça peut être aussi lié au fait de l'acte qui est peut-être très violent du coup physiquement. Mhm. Et la santé mentale peut être impactée par d'autres facteurs potentiels, comme les discriminations, le racisme, sur la religion, la classe sociale, les orientations sexuelles, les difficultés aussi liées aux moyens financiers, les relations sociales toxiques, problématiques, les changements de vie, une enfance difficile, un isolement social ou un manque d'accompagnement, et le milieu de vie aussi qui peut impacter. Oui, parce que les abus ont un fort impact du coup sur la santé mentale et à très long terme. Mhm. Aussi, il peut y avoir, on a fait un point aussi sur notre épisode sur le harcèlement, que le harcèlement du coup ça peut aussi engendrer beaucoup de problèmes sur la santé mentale. Et moi je dis que la santé mentale c'est un sujet qu'il ne faut pas du tout négliger. On s'en rend de plus en plus compte ces dernières années, sachant que notre génération, on l'a vu, elle est beaucoup plus touchée par tout ce qui va être anxiété et dépression. On a beaucoup d'appréhension vis-à-vis de notre futur, notamment avec tout ce qui se passe. Mhm. Donc je pense qu'il est important d'en parler, que ce soit si vous pouvez à des personnes du milieu psychologique du coup, donc des psychologues, des psychiatres et tout ça. Mais aussi c'est bien d'en parler tout simplement avec des proches de confiance. Ouais. Et enfin, on voudrait vous donner le nom d'un site qui va vous permettre justement d'avoir le nom des centres de santé mentale qui sont près de chez vous, mais également des numéros d'urgence à contacter. Donc c'est un annuaire, c'est le site GHT Psy Nord-Pas-de-Calais. Et c'est notamment important de nous adresser aux jeunes de notre génération parce qu'on sait que le taux de suicide chez les jeunes augmente.
Oui, il augmente beaucoup ces dernières années chez les jeunes comme chez les moins jeunes. D'ailleurs, dans un pays, la Corée du Sud, c'est devenu l'une des premières causes de mortalité. Je crois que c'est entre les 25 et 50 ans. Je suis pas 100% sûre de cette information, mais en tout cas, c'est l'une des premières causes de mortalité là-bas. Et donc, Et c'est ben, assez grave. C'est pour ça ouais. aussi qu'il faut aussi se concentrer sur notre santé mentale, finalement, pour éviter tout ça. Mhm. Avant de terminer ce podcast, nous voulions vous présenter le Conseil de santé mentale étudiant qui a transmis un petit message se présentant et on va l'appeler le CSME pour faciliter un petit peu la présentation. Donc le CSME a plusieurs missions. Tout d'abord l'organisation d'actions de prévention afin de déstigmatiser, sensibiliser sur le sujet de la santé mentale et de communiquer sur les ressources existantes. Les actions de prévention sont ouvertes aux étudiants et au personnel des universités de Lille et Université catholique de Lille, ainsi que du Crous. Ils essayent de proposer des actions variées avec des formats ludiques pour toucher un maximum de monde, par exemple des podcasts, des ciné-débats ou encore des escape games. La deuxième mission est l'organisation de formations. Dès 2020, la CSME a proposé des formations pour les personnels, car il était indiqué que les services ont régulièrement été sollicités par des étudiants en souffrance psychique, mais étant donné qu'ils n'avaient pas été formés, ils se sentaient assez démunis. Donc, ils organisent des sensibilisations à la santé mentale de 3 heures, animées par des infirmiers de l'équipe de soins et d'orientation de psychiatrie pour les étudiants, ESOPE, et des formations premiers secours en santé mentale, PSSM, à 14 heures. À l'Université de Lille, la formation PSSM est proposée et animée par les personnels du service universitaire de santé étudiante, SSE. Ils organisent également des formations plus spécifiques pour les personnels soignants et sociaux des universités et du Crous. La troisième mission est l'appui des personnels. Cela signifie qu'au-delà des formations, le CSME accompagne les personnels sur le sujet de la santé mentale des étudiants. En effet, les personnels des universités et du Crous sont souvent en première ligne face à des étudiants en grande souffrance. Ils proposent donc des outils avec des conseils pour savoir comment repérer et orienter les étudiants afin qu'ils puissent être accompagnés rapidement en fonction de leurs problématiques. Enfin, il propose depuis septembre des formations aux étudiants de licence. Il s'agit de formations à la santé mentale positive afin d'avoir des conseils et des ressources pour prendre soin de soi au quotidien. Il s'agit d'une expérimentation en cours de déploiement en collaboration avec le projet Libellule. À ce jour, des étudiants de L1 du département de FLCS et des étudiants de L2 de FST ont pu suivre ces formations. À noter que le CSME n'intervient jamais seul dans ses missions, puisqu'il s'agit d'une instance de coordination. Le CSME est là pour mobiliser divers acteurs et co-construire les différents projets menés. Cela rejoint également leur volonté de proposer aux étudiants un accompagnement global et pas uniquement sur le volet de la santé mentale. Et du coup, comment le CSME accompagne les étudiants dans le cadre de ses missions? Donc, il n'accompagne pas directement les étudiants, mais il peut être amené à les rencontrer uniquement sur les actions de prévention qui permettent de parler de santé mentale sur les campus, de lever les idées reçues et les tabous qui peuvent encore exister. Il permet surtout d'accompagner les personnels de l'université, de les aider à être mieux informés et outillés pour la santé mentale des étudiants, afin de pouvoir plus rapidement et mieux repérer ceux en souffrance et les orienter vers les acteurs qui pourront les aider. Le CSME travaille en étroite collaboration avec l'équipe de soins et d'orientation de psychiatrie pour les étudiants, qui est composée d'infirmiers et de psychiatres, et intervient au sein des SSE et du Crous. Parmi les ressources que nous propose le CSME pour se renseigner, donc il y a le SSE dont on a parlé, le service universitaire de santé étudiante, disponible sur les campus et composé d'une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales. Il s'agit de la porte d'entrée pour les étudiants pour toute question de santé physique comme mentale. L'accès à l'équipe ESOPE se fait uniquement après avoir vu un professionnel du SSE. Toutes les infos se retrouvent sur le site web sans avance de frais. Ensuite, il y a le numéro 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuit et confidentiel, à destination de toute personne en souffrance psychique et ou avec des idées suicidaires, ouvert également aux personnes inquiètes pour un proche. Le CSME nous a également joint une plaquette Prendre soin de sa santé mentale, donc on mettra le lien en description, et on les remercie beaucoup pour ce message de présentation. Pour conclure, on voulait vous remercier de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous.
Et on vous invite à nous suivre sur notre compte YouTube et aussi notre compte Instagram. On va sûrement faire des posts en lien avec la santé mentale. Et c'est la fin de ce podcast. Merci, au revoir. Au revoir.